Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition du Musée des Mondes. La semaine dernière, nous vous avions posé une question. Avez-vous trouvé à quelle espèce appartenait ce fossile? Vous avez été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag LMDM. Et aujourd'hui, nous allons parler littérature et plus particulièrement de ces auteurs qui ne signent pas leurs ouvrages. C'est au Moyen-Âge qu'est apparue cette envie d'écrire de manière anonyme. Pour l'auteur, rester dans l'anonymat comptait peu. Notre journaliste Alexandra Colla a reparcouru toute l'histoire des ouvrages anonymes. Alors bonjour Alexandra Colla. Bonjour Christy. Donc c'est vous qui avez réalisé les 2 reportages de cette émission. Dites-moi, comment ça s'est passé ? Alors ça s'est très bien passé. Donc, dans notre premier reportage, nous sommes revenus aux origines de la littérature anonyme, c'est-à-dire pour comprendre pourquoi l'anonymat s'était imposé comme une règle depuis le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle. Pour cela, nous avons eu la chance de rencontrer des spécialistes de la littérature française, que sont François Moureau, professeur émérite à la Sorbonne, Jean-Yves Mollier, historien et enseignant à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, et Jean-Dominique Mello, conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Autant vous dire que nos rencontres ont été riches à l'image de leur savoir. Qu'en est-il du second reportage ? Alors dans le second, on s'est intéressé à la juridiction de l'anonymat aujourd'hui, notamment savoir si un auteur aujourd'hui qui souhaiterait publier de manière anonyme, est-ce qu'il s'exposerait à des risques particuliers, et aussi savoir si un éditeur accepterait de publier un ouvrage anonyme aujourd'hui. Est-ce que ça intéresserait une maison d'édition ? Pour cela, on a rencontré donc Maître Antoine Chéron, avocat à la Cour qui nous a reçus au sein de son cabinet, et Jean-Marie Laclaftine, éditeur chez la plus ancienne maison d'édition française, Gallimard. Bien écoutez, merci Alexandra Colla de nous avoir éclairé sur nos 2 reportages. Et donc tout de suite, nous allons découvrir votre premier reportage qui retrace l'histoire des ouvrages anonymes avant de recevoir notre invité. Les grands auteurs que nous connaissons aujourd'hui avaient publié leurs livres dans le plus grand des secrets. Revenons sur ce qui les poussait à faire ce choix. Un ouvrage anonyme est un ouvrage, comme le dit l'étymologie de anonyme, c'est-à-dire un ouvrage sans nom. C'est donc un ouvrage qui, pour des raisons mystérieuses, pour lequel on n'a pas éprouvé le besoin de mettre le nom de l'auteur. Si l'on remonte en fait dans le temps, on est dans une société de cour, où effectivement à Versailles, le roi a rassemblé toute la noblesse. On ne va donc pas, même si on veut briller autrement que par rapport à cette société de cour. Donc c'est ça, au fond, la condition première qui explique que Madame de La Fayette n'écrivait pas pour la masse du public, n'avait pas besoin de gagner sa vie en vendant des livres et n'avait même aucune envie d'être lue par sa concierge ou par sa femme de chambre. Le fait de vendre des livres était tout à fait second. Ça n'était pas avec cela que l'on pouvait vivre. Écrire était considéré comme vulgaire. Conserver l'anonymat permettait de préserver son image. On ne veut pas que quelqu'un puisse vous juger sur votre nom et non sur le contenu de votre livre. Il y a donc là aussi stratégie de protection et qui permet également de contourner la censure préalable. L'anonymat servait aussi à protéger les auteurs audacieux qui se plaisaient à jouer de l'interdit. Tout livre qui a été publié avant la Révolution devait être censuré, donc il y avait un censeur. Quand on recevait le manuscrit, on le remettait à ce censeur, lequel censeur lisait et faisait donner l'approbation, ou ne la donnait pas. Par ailleurs, évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages qui ne veulent pas être publiés avec un nom d'auteur, parce que c'est des ouvrages dangereux. Alors ça, c'est surtout au XVIIIe siècle, et on les publie secrètement. Vous avez donc toute une production qui est nécessairement anonyme. On peut dire qu'en gros, au moins plus de la moitié des éditions françaises sont anonymes, jusqu'à la Révolution. À partir de la fin du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, tout change. L'écrivain vit de ses droits d'auteur. Par conséquent, leur vocation, c'est d'écrire pour tout le monde. C'est Pierre Larousse qui, dans les années 1860, donne la meilleure définition quand il dit « J'écris pour ce public qui s'appelle tout le monde ». Ce public verra la littérature sortir de l'ombre et devenir accessible à tous, ou presque. De retour sur le plateau du Musée des Mondes. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux via le hashtag LMDM. Et tout de suite, nous sommes en compagnie de Roland et Ricardin, libraires dans les Yvelines. Donc bonjour. Bonjour à vous. Après avoir visionné ce premier reportage, avez-vous d'autres explications que celles qui sont
dites dans le reportage. Oui, juste avant de venir, j'ai regardé sur le catalogue de l'édition française qui comporte à peu près 1 400 000 titres. Et en fait, sur ces 1 400 000, il y a moins de 2500 titres déclarés anonymes. Et en fait, quand on regarde à l'intérieur de ces 2500 titres, on trouve essentiellement d'abord des ouvrages sur la religion, le Coran, la Bible, des livres de cette sorte-là. Ensuite, on retrouve des livres issus de l'expression ou de la culture orale, que sont Tristan et Iseut, Les Mille et une Nuits, les contes des chevaliers de la table ronde. Ça, c'est la deuxième catégorie. Vous avez ensuite des ouvrages politiques qui sont liés en effet à ce qu'ils étaient à l'époque subversifs ou ne correspondant pas aux mœurs au moment où ils ont été publiés. Les ouvrages érotiques, il y en a un bon paquet. Et puis ensuite, récemment, quelques ouvrages policiers. Et justement, dans le reportage, on l'a vu, on parle beaucoup de la princesse de Clèves. Est-ce que vous auriez un autre exemple à nous raconter ? Oui, plus récemment, on peut regarder l'ouvrage « Moi, Christiane F, 13 ans, prostituée, droguée », qui montre bien que lorsqu'un ouvrage est subversif, illégal, dans la mesure où c'est la consommation de la drogue ou autre, en effet, on publie l'ouvrage de façon anonyme. Donc en fait, à l'heure actuelle, si on publie des ouvrages de manière anonyme, c'est pour dénoncer quelque chose ou pour raconter quelque chose qui est tabou dans notre société. Oui, je pense que c'est la raison majeure et en plus, il peut y avoir des phénomènes de marketing qui privilégient l'éditeur, estime que le fait de publier anonyme va faciliter ou développer les ventes dans la mesure où ça va laisser un petit côté mystérieux sur qui l'a écrit. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir réagi à ce premier reportage. Mais il y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'auteur anonyme avait les mêmes droits qu'un auteur reconnu de tous? C'est à cette question qu'a essayé de répondre Alexandra Colas dans ce second reportage. Anonyme ou non, les auteurs possèdent les mêmes droits. Toutefois, ce choix peut amener une certaine confusion. Maître Chéron nous le précise. La problématique, c'est que s'il a réalisé une œuvre anonyme, ce qui peut être difficile, c'est de savoir, pour sa famille, c'est de savoir que cette œuvre a été rédigée par lui à une date, parce que peut-être que personne n'en aura connaissance, sauf l'éditeur. Mais si l'éditeur contractuellement est lié avec une clause de secret, il ne pourra pas révéler que cet auteur, peut-être connu, peut-être inconnu, a écrit cette œuvre, et donc la famille n'en aura pas connaissance. Le contrat a vocation à perdurer. L'œuvre existe. C'est pas parce que l'auteur est mort que l'œuvre va arrêter d'être diffusée. Il est préférable qu'il y ait des modalités dans le contrat qui prévoient, j'allais dire, la vie de l'œuvre après la mort de l'auteur. Les attentes des maisons d'édition ont changé, et si l'anonymat se justifiait autrefois, il serait aujourd'hui perçu comme une contrainte. Je ne serais pas très enthousiaste, enfin un éditeur n'est pas enthousiaste parce que ça a des conséquences. Par rapport à la presse notamment, la presse, la médiatisation nécessaire, les communications qu'il faut faire autour d'un livre, elles s'articulent autour d'un nom d'une personne, et d'une personne physique qui va pouvoir répondre aux questions, qui va pouvoir aller dans les émissions de radio, de télévision, prendre des photos, tout ça, ça concourt à faire vivre un livre. Donc aujourd'hui, un auteur qui arrive en disant « je ne veux pas que mon nom apparaisse et moi-même, je veux faire comme si je n'existais pas », c'est compliqué, c'est très compliqué à faire vivre. À ce jour, Jean-Marie Laclaftine n'a jamais rencontré d'auteur souhaitant rester inconnu. De retour sur notre plateau, donc n'hésitez toujours pas à réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag LMDM, et nous sommes toujours en compagnie de Roland et Ricardin, libraires dans les Yvelines. Donc après ce second reportage, est-ce que vous aussi vous constatez que le nom fait plus vendre actuellement, le nom de l'auteur? Je pense qu'il s'agit de savoir quel auteur, et ça dépend des auteurs. Donc vous avez fatalement des fans qui suivent un auteur. On a l'exemple récent avec Amélie Nothomb qui est passée à la librairie Le Pavé dans la Mare à Elancourt et qui a eu 4 heures de queue pour la voir. Donc quel que soit l'ouvrage qu'elle paraît, je pense qu'il y aura toujours un engouement au départ. Maintenant, je pense que la qualité joue et qu'avec le temps, si son ouvrage n'est pas à la hauteur, si ses ouvrages ne sont pas à la hauteur, ça ne jouerait pas. Mais est-ce qu'un livre anonyme peut vivre?
Ça peut vivre sur un coup de marketing la plupart du temps, comme le livre Sans nom, qui a été un des premiers livres à paraître en policier et qui s'est décliné ensuite sous tout un tas d'autres titres, ou également les pamphlets politiques, puisqu'on est toujours à chercher et à se dire qui est derrière en fait le pamphlet. D'accord, merci beaucoup Roland-Éric Arnaud d'avoir participé à notre émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un retour dans le passé, avec une émission consacrée aux Vikings. Vous pouvez dès à présent réagir sur notre question que nous allons vous poser. Est-ce que vous êtes influencé par le nom de l'auteur lorsque vous achetez un livre ? Réagissez bien sûr sur tous les réseaux sociaux via le hashtag LMDM. Et tout de suite, c'est notre fabuleux sketch Mamie Sitting. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais il n'y a aucun intérêt à l'anonymat. Je devrais peut-être écrire mes mémoires et les publier. Best-seller garanti. C'est pas bête ça. Je devrais y penser aussi. Mais qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à raconter? Merde. Ma vie serait tellement intéressante à raconter. J'ai été une grande actrice, tu sais. Alors, monsieur le producteur, j'ai le rôle. Oui, mais continue. Je suis montée sur scène à Broadway. J'ai été acclamée. Je voulais vous remercier. Et là, mon moment de gloire, j'ai interprété le plus fameux méchant de Star Wars. Hein? Mais qui t'a parlé de Dark Vador? J'ai interprété Jabba le Hutt. Alors, Chewie, je vais pouvoir piloter le Faucon Millenium.